Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour votre émission débat 100% Bénin. Après 15 mois de gouvernance, pratiquement sans aucune visite officielle d'un hôte de rang, d'un chef d'État, le régime dit du nouveau départ a adressé le tapis rouge à Doris Leuthard comme tout premier hôte d'une telle acabit. La présidente de la Confédération suisse, le pays le plus nanti du monde, très largement devant l'Australie et les États-Unis comme pour ouvrir le bal des chefs d'État attendus désormais au palais de la Marina. Pour un premier coup, pour d'aucuns, ce fut un grand coup diplomatique, révèle donc nombre d'observateurs. Et ceux-ci ne manquent pas de s'interroger. Pour d'autres, l'eau a coulé sous le pont, rien de neuf à se mettre sous la dent, sinon l'arbre qui cacherait la forêt. Qu'en est-il? Pourquoi les bras des autorités sont-ils les 10 bras allés vers cette coopération au nord et non une coopération sud? Et pourquoi, plus précisément, la Suisse et non toute autre nation? Et quel gain à l'issue de ces 72 heures de visite à part de charge? Mesdames, Messieurs, ce sont là, entre autres préoccupations phares, que nous aurons à aborder pendant 45 minutes de débat. Et pour en discuter, je reçois pour vous deux invités. Un homme de médias et un analyste politique que nous allons retrouver d'un moment à l'autre. Mais avant, tout juste la transition et ce sera le plateau débat proprement dit. Deux invités, disais-je, à l'entame de cette émission pour nous accompagner pendant 45 minutes. À ma gauche, il est Kofi Dia, analyste politique, il est juriste en outre. Il est Kofi Dia, bonjour et bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour la France. Ça fait plaisir de vous savoir à nos côtés. En face de lui, Josué. Il est journaliste, homme de médias donc, et il intervient au niveau de La Nation, le quotidien béninois de service public. Josué, bonjour. Bonjour Joël, merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs de Sika TV. Le bonjour est reçu favorablement de l'autre côté. Les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Oui, pour tout premier invité de marqueur de rang exceptionnel, longtemps entendu, mais c'est finalement arrivé, chef d'État, chef de gouvernement, à être reçu au palais de la Marina. Le président béninois Patrice Talon a accueilli le 12 juillet la présidente de la Confédération suisse. Une première historique depuis son investiture le 6 avril 2016. Pour d'aucuns, la barre a été bien mise hausse, mais d'autres en font toute autre analyse. Rien qu'un arbre qui cacherait la forêt, comme pour dire le plus dur reste encore à venir. Mais qu'en est-il exactement? Quel regard des analystes portent sur cette visite qui a quand même un certain nombre de gains apparents? Je me retourne vers Josué, le journaliste et l'analyste portent quel regard sur cette visite très attendue, mais qui a finalement été ce que vous avez suivi comme bon nombre de Béninois? Je crois que pour la visite en elle-même, il faut la saluer. Il faut la saluer et reconnaître que c'est un grand coup diplomatique parce que lorsque la présidente de la Confédération suisse débarque à Cotonou pour un séjour officiel, pour une visite d'État, je pense que ce n'est pas rien. C'est d'abord très important pour l'image de notre pays. C'est vrai que j'ai entendu dire, je n'ai pas eu le temps de le vérifier, que c'est la première fois que Mme Doris Leuthard met les pieds en Afrique. Et si c'est effectif, que c'est la première fois qu'elle vient à Cotonou, en Afrique, et qu'elle vient fouler le sol d'un pays comme le Bénin, ce n'est pas rien. Et ce n'est davantage pas rien parce que la Suisse aujourd'hui fait partie d'un des plus gros, d'un des plus importants partenaires du Bénin en termes de contribution, en termes d'apport, en termes d'accompagnement au plan du développement. Donc ce n'est pas rien que le Bénin ait pu frapper ce coup-là. Et c'est d'ailleurs la toute première fois depuis que le président Patrice Talon et son gouvernement sont en place. C'est la toute première fois que nous assistons à une visite de ce niveau-là. Je pense que la qualité de l'hôte que le gouvernement béninois a reçu peut être un élément qui apaise les inquiétudes que les populations et que les Béninois en général avaient par rapport au fait que depuis plus d'un an, aucun hôte
je vais dire, aucun chef d'État étranger, en tout cas aucun autre d'envergure n'a été reçu sur le territoire béninois. C'est vrai que, bon, peut-être au cours du débat, on reviendra là-dessus, sur les arguments développés de part et d'autre pour justifier la chose. Mais pour l'instant, par rapport à cette première visite-là, je pense que c'est un grand coup, c'est un événement à saluer. Un grand coup, un événement à saluer. Il est Kofi Diaoui. Vous avez suivi plus d'un Béninois hier donner de la voix. Le temps passe et aucun chef d'État à côté de leur. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'analyste politique, lire cet événement sous cet angle. Non, a priori, je salue la sortie du président de la République. Mais a posteriori, il faudrait que je vous dise qu'elle est malvenue. Parce qu'il y a un manque de considération notoire pour le peuple béninois. À travers cette visite? À travers cette visite, dans la mesure où il a été souffrant. Le peuple béninois n'attendait que de le voir et de s'assurer qu'il est guéri. Mais que l'on a choisi. Vous avez suivi. Que l'on a choisi. Le peuple béninois a eu la chance de le voir quelques jours plus tôt. La contribution financière suisse ne dépasse pas tout le peuple béninois. Mais que l'on a choisi une occasion comme celle-là pour sortir de la tanière. Et cela dénote de ce que, en réalité, on continue toujours l'apologie du mythe du blanc sauveur. Hein, ou si vous voulez, du tout-puissant honoré. Et comme il a dit, c'est une visite très capitale, très importante, essentielle pour le pays. Encore que c'est pour une première. Mais ça aurait pu être bien applaudi. Mais la sortie a coïncidé avec un certain nombre de choses qui font que je ne partage pas, même si je respecte son point de vue, je ne partage pas tout à fait son point de vue. En résumé, vous saluez la visite, vous déplorez que ce n'est que maintenant que vous voyez votre chef. On voit notre chef sortir de la tanière. Bon, si sur l'essentiel, les points de vue sont accordés, mais dites, quelle lecture vous faites du choix porté sur ce pays? Sur le choix, j'ai encore beaucoup à déplorer. Et pourquoi la Suisse? Pourquoi la Suisse? Bon, on a tenté de dire qu'on a hérité d'un pays sinistré et qu'on attendait de le polir, de l'embellir et que l'image serait d'une vilainie diabolique. Et que bon, c'est ça qui a fait que... Vous sortez ça de vilainie diabolique, je ne crois pas avoir entendu ça. C'est une manière... On a dit que l'image est honteuse. Elle est sinistrée. C'est une autre manière de dire que cette vilainie est diabolique. Le pays n'est pas beau. On l'a dit. Puisque le jour où la présidente de la Suisse a débarqué, le ciel est clairvoyant, le pays est devenu du coup bon. Et puis l'air, vous voyez, on a très tôt vite fait de dire cela. La contribution financière de la Suisse, je l'ai dit a priori, je le répète, c'est une bonne chose. Mais pourquoi la Suisse? Avons-nous déjà réussi le partenariat bilatéral avec le Nigeria? Avons-nous déjà réussi ça? C'est pourquoi je dis que nous continuons toujours, pas quémander, pas tendre la main. J'espère, pour une fois, sur la rupture qui a choisi de bien faire les choses, que cette manne financière ne va pas tomber dans les poches privées. Les gains, on appréciera, mais d'abord, je me retourne vers Josué. Josué, je parlais tout à l'heure du choix porté sur la Suisse. Je l'ai dit en introduction, en termes de manne financière, il faut dire que c'est un grenier mondialement reconnu qu'il ne faut pas saluer. Alors, le chef de l'État, en faisant ce choix, est-ce pas à dessein? Non, ça peut être à dessein. Et ce n'est pas rien lorsque vous analysez un peu ce que la Suisse apporte au développement du Bénin et les accords qui ont été signés au cours du séjour à Cotonou de Mme Doris Leuthard portent, je crois, savoir sur un montant de 80 millions de francs suisses, 78 en tout cas, soit environ 47 milliards de francs CFA, voilà, 47 milliards de francs CFA. Donc je pense que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien lorsqu'un pays peut vous apporter ou peut vous appuyer à hauteur de 47 milliards de francs CFA sur une période de 3 ans et dans des domaines qui sont, je pense, nettement porteurs de développement. Lorsque on veut impacter des secteurs comme le tourisme, l'agriculture surtout, d'accord, la gouvernance locale, l'économie locale, l'émancipation de la femme, l'épanouissement de la femme, l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que c'est aujourd'hui ces secteurs-là qui sont porteurs de développement. Et je me réjouis d'autant plus que ce soit la Suisse qui a été le premier pays dont le chef d'État a été reçu à Cotonou, parce que lorsque vous voyez le modèle de développement de la Suisse, vous voyez, voilà un pays qui ne fait pas grand bruit, qui travaille,
qui a des ressources, qui se développe bien, dont la population ne se porte pas mal. Et donc, je crois que lorsqu'on a fait l'expérience avec beaucoup d'autres pays et qu'on a vu les résultats que ça a donné, lorsque depuis 1960, on a essayé de collaborer avec des partenaires traditionnels et que les résultats n'ont pas été vraiment à la hauteur des attentes des populations, lorsqu'on n'a pas obtenu le développement que nous avons envisagé avec la plupart des partenaires que nous avons eus jusque-là et surtout des partenaires du Nord, avec les résultats que nous avons là, je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose de laisser les anciennes portes et d'aller taper à de nouvelles portes. Et le résultat est là. Je pense que c'est vrai que tout ne va pas se résumer à ce qu'on accorde un financement ou un apport au Bénin. Le reste se jouera dans le temps sur ce qui en sera fait, sur l'impact que cela pourrait avoir pour le développement. Mais je crois savoir, je continue de le dire, que ce n'est pas rien d'être allé chercher la Suisse. Parce que même lorsque vous regardez à l'intérieur du pays, la Suisse fait beaucoup de choses dans l'alphabétisation, au niveau de l'agriculture, au niveau du leadership féminin, au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes, au niveau surtout de l'alphabétisation des populations béninoises. Voilà un pays qui apporte des ressources, qui vient nous aider, nous-mêmes béninois, à apprendre à écrire, à parler nos propres langues. Et on dit qu'il n'y a aucun développement sérieux qui peut se faire tant que les populations ne sont pas en mesure d'écrire, de s'exprimer et de parler leur propre langue. Et voilà un pays qui vient nous aider à régler ce problème-là. Et j'ai entendu hier, au cours d'une séance de travail, une personnalité représentant une communauté de notre pays que je ne vais pas nommer, dit à la présidence suisse qu'au départ, l'appui que la Suisse leur apportait permettait juste d'alphabétiser de jeunes enfants qui n'allaient pas à l'école. Et à force de le faire, à un moment donné, ces enfants-là, qui avaient déjà un certain âge, 10, 12 ans, parfois même un peu plus, ont imposé qu'on les inscrive à l'école. Parce qu'ils ont commencé par prendre goût à l'apprentissage de la langue, aux études. Donc, c'est à cet âge-là, finalement, qu'on est allé dans des écoles négocier avec des enseignants pour que ces enfants-là, qui auraient pu ne jamais connaître les joies de l'école, qui auraient pu ne jamais appartenir au système éducatif de notre pays. C'est à ce stade-là qu'on a pu inscrire ces enfants-là à l'école et ils sont rentrés dans le système d'éducation formelle. Donc, en termes d'impact, ce que la Suisse fait pour le Bénin n'est pas rien. Et donc, recevoir la Suisse ou recevoir la présidente suisse comme première personnalité, même si ça met du temps pour venir, je pense que c'est une bonne chose et il faut l'apprécier. Oui, il s'agit d'une manne importante, 47 milliards de francs CFA, et comme l'a souligné Josué, dans des secteurs plutôt stratégiques pour un pays qui aspire au développement, le secteur agricole, la formation des jeunes et la question de la gouvernance locale. Question sur laquelle le Bénin a pris une certaine marque sur bon nombre de pays. Là-dessus, est-ce qu'il ne s'agit pas quand même d'une pêche heureuse? Écoutez, il y a un aphorisme en latin qui dit « recuinto ». Nihil date nos vies. C'est-à-dire que pas de nouveauté dans la recognition. La recognition, en réalité, c'est un acte d'esprit qui permet de reconnaître une chose en l'identifiant. C'est du déjà vu. Ce qui se fait là, c'est du déjà vu. Puisque un État est appelé forcément à collaborer avec des partenaires. L'essentiel ici, et comme il le dit si bien, aussi bien des secteurs, aussi sensibles, ciblés, l'essentiel ici, c'est que cette manne financière-là puisse réellement être orientée sur ces aspects fondamentaux de la collaboration. On a vu déjà avec l'eau. L'eau n'est pas un secteur stratégique. Et il faut préciser que c'est sous le régime défunt. Oui, nous parlons politique. On ne fait pas de distinguo de régime. L'État a une continuité. Donc ce n'est pas le privilège des secteurs qui justifie l'avenir de la Suisse. Moi, je veux simplement dire, la Suisse, c'est bien, mais on aurait pu, avant la Suisse, passer par... Avant la Suisse, c'est passer par des partenaires plus proches. Plus proches, pour apporter la preuve de ce que nous sommes dans un environnement, nous sommes ensemble. Mais tout de suite, mais s'il faut occulter cette précision importante que le chef de l'État a quand même apportée, j'imagine que vous l'avez suivi quand je m'en tiens à ce que vous avez dit tout au début, il a dit qu'il y avait cette volonté de parfaire et de tenir les engagements. Il était question d'assainir la maison. Et unanimement, les Béninois ont semblé reconnaître que la maison était vraiment malpropre et il faut mettre de l'ordre. Maintenant que le travail a été fait, le pays est disposé à accueillir ces chefs d'État qui ont longtemps
taper même à la porte du Bénin. Si on prend cet aveu, oui, cet aveu fait par le chef lui-même, est-ce qu'il ne faut pas franchement tourner cette page de pourquoi pas si proche au lieu d'aller plus loin? Je ne pense pas qu'après 15 mois d'hibernation, caractérisé par son absence à lui, notamment sur l'échiquier international, comme aussi bien à l'Union africaine que dans la CEDEAO, je ne pense pas que la priorité des priorités, ce soit la Suisse. Qu'on veuille ou non, il y a un partenariat qui existait déjà. On est à la phase 3. Donc ça doit forcément se faire. Je ne veux pas dire, mais il y a des non-dits qui s'annoncent, que je ne veux pas évoquer. Que je ne veux pas évoquer pour le moment. Mais j'applaudis, et je le dis encore, la présence de la présidente de la Confédération suisse sur le sol béninois. Mais je dis que la manne financière suisse ne dépasse pas le peuple béninois. Parce que le peuple béninois avait soif de voir son président. Le peuple béninois, le président aurait mieux fait simplement de dire, chers compatriotes, vos prières ont porté, je me porte bien. C'est 2 ou 3 phrases, hein, et le peuple était complètement aguerri. Mais que l'on attende une telle opportunité pour le voir vraiment. J'ai beaucoup prié pour lui. Ça vous de vous? Oui, ça me fait mal parce que j'ai beaucoup prié pour lui. On revient sur le sujet, oui, avec votre... Non, je voudrais dire un mot par rapport à l'apparition ou à la non-apparition du président Patrice Talon. Je suis un peu peiné de constater qu'on soit obligé de revenir indéfiniment sur ce sujet-là. Je pense que déjà le chef de l'État dimanche dernier était à l'église Notre-Dame où il a dit qu'il ne ferait pas de déclaration à sa sortie parce qu'il dit être venu comme tout bon fidèle qui vient à son culte dominical, prier Dieu. Donc, et puis c'est normal pour quelqu'un qui est passé par autant d'épreuves, qui a subi des opérations chirurgicales coup sur coup, qui après se trouve un peu recueilli, c'est de bon droit, surtout qu'il est un chrétien connu comme tel, d'aller rendre grâce à Dieu par rapport à ça. Et je pense qu'on ne peut pas, en tout cas au président Patrice Talon, faire le procès de n'être pas venu au devant du peuple pour dire « je suis revenu, je me porte bien, voilà mon état de santé ». Encore qu'une première fois, il a été tenu un conseil extraordinaire des ministres qui a statué sur la question du retour au pays du chef de l'État. Avec son état de santé, on a pratiquement divulgué à travers un communiqué officiel de la présidence de la République ou un communiqué officiel du secrétaire général du gouvernement, on a quasiment distillé le carnet de santé du président de la République en disant il a souffert de telles choses, il a été opéré à telle date, il y a eu telle complication, après il a été repris. Donc on a déjà dit l'essentiel. Alors, je crois qu'il faut accepter le fait que même si on a, nous les Béninois ont unanimement porté Patrice Talon à la plus haute charge dans notre pays, il n'en demeure pas moins qu'il reste un être humain fait de sang et de sang, pardon, et de chair. Voilà un président qui a été malade, souffrant, et qui n'a pas pu bénéficier de tout le soutien dont il aurait pu bénéficier de la part de ses compatriotes. Je pense que nous sommes tous des êtres... Non, laissez-moi le dire. Non, nous sommes tous des êtres humains et ça peut frustrer d'une certaine manière. Lorsqu'on annonce du jour au lendemain, d'accord, pendant que le chef de l'État est peut-être chez lui à la maison, ou peut-être qu'il est convalescent, je ne sais pas, ou en soins, lorsqu'on vient annoncer sur les réseaux sociaux qu'il est décédé, après on vient dire qu'il est dans un état comateux, après quelqu'un d'autre vient dire qu'il est gravataire. On demande même à ce que la Cour constitutionnelle le décharge de ses fonctions. On demande au président de l'Assemblée. On demande même au président de l'Assemblée nationale d'aller prendre. C'est-à-dire qu'il faut que nous évitons dans notre pays de banaliser des choses qui sont de l'ordre de l'humain. C'est extrêmement important de mon point de vue. Nous sommes une société africaine. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là de banalisation de la personne humaine. Lorsqu'une personne, pour ce que je sais, pour l'éducation que moi j'ai reçue de mes parents et dans le milieu dans lequel je vis, lorsqu'une personne est souffrante, on prie que la personne recouvre sa santé. On ne vient pas sur les réseaux sociaux, on ne vient pas au devant de la scène pour crier, pour demander à ce que la personne tombe parce qu'on estime que la personne gère mal les affaires publiques et qu'on a envie que quelqu'un... Non, au-delà des réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, la vie publique et même la vie politique de notre pays ne se conçoit plus sans les réseaux sociaux. Et donc, c'est une réalité avec laquelle nous fonctionnons au quotidien. Moi, j'ai été peiné de constater que le président n'ait pas bénéficié du soutien dont il aurait pu bénéficier de la part de ses compatriotes. Lorsque vous êtes passé par tout ça, souffrez qu'il ne revienne pas encore remettre le sujet de sa santé sur la place publique pour que cela devienne... Et si vous permettez aussi, on va évoluer sur ce sujet parce qu'il est question de bâtir et le temps court.
Il faut constater que 5 ans, ça paraît parfois une éternité, mais ce n'est pas évident devant l'horloge. Donc, mesdames, messieurs, nous allons évoluer sur le sujet qui nous réunit. Il faut dire que c'est 72 heures de visite avec des activités quand même de taille. Le gouvernement, le régime Talon, a précisé, pour prendre le chef de l'État en personne, dans son PAG, un volet très important du tourisme pour pouvoir booster l'économie béninoise. Et à l'orée de cette visite, il a été annoncé une descente au niveau d'une ville phare, une ville touristique parmi tant d'autres, Ouida. Cela constitue pour d'aucuns quand même une étape pour donner plus de la visibilité autour de ce vœu du chef de l'État. Je ne sais pas, Josué, vous, quelle lecture avez-vous fait de ce cap? Non, je dois dire que c'est d'abord, je trouve, bien pensé. Bien pensé de permettre à un chef d'État étranger qui vient séjourner au Bénin de ne pas se contenter des activités officielles ou des activités formelles et de repartir dans son pays. On a permis à la présidente de la Confédération suisse d'aller vivre un peu, comme nous le disons, les réalités du Bénin, peut-être pas profond, pas vraiment profond, mais quand même des réalités en dehors de Cotonou, du centre urbain, parce que n'oubliez pas que la présidente de la Confédération suisse, Doris Letard, a été logée dans un hôtel qui n'est pas si loin de l'aéroport de Cotonou. Et donc après, elle devrait aller au palais de la Marina pour le tête-à-tête avec le chef de l'État et les autres activités qui vont suivre. Donc, si on l'avait circoncis dans le carnaval habituel et qu'on lui permettait de s'en tenir tout simplement aux activités officielles auxquelles nous sommes habitués, je pense que ça aurait été une pète. Et c'est là que je trouve que c'est bien pensé d'avoir permis à la présidence suisse de sortir de Cotonou, d'aller dans d'autres localités du pays, d'aller notamment à Ouida pour aller faire du tourisme. Parce qu'elle a parcouru un peu la route des esclaves. Elle a été à la place Chacha, on lui a expliqué un certain nombre de choses. Après, elle a longé un peu la route des esclaves. Elle est allée surtout à la porte du Nord-Retour. On lui a expliqué, un guide touristique lui a expliqué un peu toute l'histoire. Et après, elle est venue au temple des Pitons. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien de faire toucher à des autres de cette envergure-là. Surtout que le tourisme fait partie des volets sur lesquels va s'accentuer désormais la coopération bénino-suisse. Je trouve que c'est important que la présidence suisse ait pu aller sur ces sentiers-là. Et je voudrais, si vous me permettez, insister un peu sur le cas de la porte du Nord-Retour. Je l'ai vu un peu frissonner lorsqu'on lui a raconté un peu l'histoire de la porte du Nord. C'est vrai qu'elle connaissait un peu l'histoire, si je m'en tiens à cette explication, mais je l'ai vu un peu frissonner lorsqu'on lui a expliqué comment est-ce que les bateaux négriers embarquaient, comment est-ce que les personnes qui venaient là partaient pour ne plus jamais revenir. Et dans cette déclaration, lorsqu'elle a fini la visite à la porte du Nord-Retour, elle a insisté sur un élément majeur pour dire que la responsabilité du monde contemporain, c'est de faire en sorte qu'une histoire du genre ne se répète plus jamais. Je pense que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il est Kofidia, vendre le Bénin, Patrice Talon l'a promis, apparemment il s'y prend avec la manière. Oui, il a sorti l'artillerie lourde pour impacter sur le plan touristique. Et comme cela se doit, il fallait montrer à l'autre, il fallait faire toucher du doigt à l'autre les différentes possibilités. Ce qui n'était pas évident. Mais j'aurais aimé quand même qu'en dehors de Ouida, on aurait pu l'amener à la cité lacustre de Ganvier et qu'on aurait pu multiplier un peu les opportunités pour étendre. 72 heures. 72 heures pour étendre un peu et pour justifier un peu plus sa présence au lieu que de se focaliser sur Ouida. Même si Ouida reste, l'histoire de Ouida, la route des esclaves reste primordiale. Et comme il a dit, pour une personnalité de ce rang, regardez la porte de sortie des esclaves, bon, ça peut venir voir ça comme ça, de visu, c'est significatif et tout, mais je dis une chose, ça c'est théorique. Tout ça là, c'est de la théorie. Maintenant que on cesse la théorie et que tout ce qu'on a montré à la présidente de Suisse pour la convaincre de nous aider, il faudrait qu'on puisse joindre l'acte à la parole. Il faudrait que la visibilité de tout ça là soit vraiment réelle. Et c'est ça que nous attendons pour opiner. Pour le moment,
Mais pour moi, dans son adresse, c'est un spectacle. À l'endroit, dans son adresse, à l'endroit de son hôte, le chef de l'État l'a précisé, eh bien, les fonds seront bien gérés, parce que apparemment c'est à cela que vous faites allusion, seront bien gérés, et cela motivera davantage le partenaire à revenir et de fort belle manière. Très bien. Et il faudra qu'au retour, parce qu'on a vu comment ça s'est passé avec les Hollandais, même si c'est passé au régime de la rupture, mais les fonds seront bien gérés et il faudrait que partout où on l'a amené, pour qu'elle puisse apprécier, il faudrait qu'à son retour, elle puisse voir la justification exacte et efficiente de ces fonds-là. C'est le plus important parce que le tourisme, ça permet de booster le développement. Nul ne peut dire le contraire. Oui. Je voudrais revenir rapidement sur la question du choix de la ville de Ouidah pour la visite touristique de la présidence suisse et peut-être pourquoi pas Gambier. Lorsque vous allez à Gambier aujourd'hui, je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, moi je suis allé récemment, Gambier n'attire plus. Et Gambier n'attire plus parce que ce qui devait attirer à Gambier, ce sont les cas sur pilotis, c'est la vie des populations lacusses, c'est la vie à mener lacusses. Non, il y en a toujours, mais aujourd'hui, de plus en plus, le côté attractif de Gambier se meurt au quotidien. Voilà une population lacustre qui de plus en plus construit en dur. Lorsque vous allez à Gambier aujourd'hui, moi j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Moi j'ai vu l'association des douaniers a dit y aller, organiser une sortie pour aller. Il y a des gens, la présidente de la compagnie, peut-être qu'elle n'a jamais emprunté une pirogue, elle n'a jamais vu une case sur pilotis. Non, c'est de ça justement que je parle. Parce qu'aujourd'hui, les cases sur pilotis se comptent au bout des doigts à Gambier. Les quelques racases, moi je suis allé il y a quelques jours, lorsque les quelques racases sur pilotis que vous rencontrez aujourd'hui à Gambier, c'est soit de très vieilles personnes, des personnes très âgées, qui n'ont pas la possibilité de construire en dur au niveau de Gambier, ou peut-être alors, c'est peut-être des habitations abandonnées, ou peut-être des personnes avec un train de vie très très modeste, qui n'ont pas la possibilité de faire autre chose. Sinon, la plupart des habitants de Gambier aujourd'hui, dès que quelqu'un a un peu de moyens, le premier des réflexes, c'est doter tout ce qui accompagne sur le toit et de mettre de la tôle, et de construire un site qui se meurt. Non, un site qui se meurt. Et donc, un site qui se meurt, non, de plus pour aller améliorer. Encourager les gens. Non, je pense qu'il y a un immense projet de réhabilitation de la cité historique de Gambier qui est actuellement en cours, dont les études sont terminées et qui doit avoir démarré déjà, je pense. Non. Donc, je me dis, s'il faut amener une personnalité de cette envergure-là pour ne pas aller découvrir quelque chose d'intéressant, d'accrochant de nouveau, cela ne vaut pas la peine. Et le choix de Ouidah, je vais revenir sur le choix de Ouidah parce que voilà un chef d'État étranger qui est venu dans notre pays, qui a vu Cotonou, qui a vu l'aéroport, qui a vu la marina, qui a vu quand même ce que nous avons de plus ou moins beau dans la cité économique de notre pays. Mais les sentiers pour traverser ou pour parcourir la route des esclaves, c'est totalement tortueux. Donc, c'est l'autre pan du Bénin, c'est l'autre réalité du Bénin que j'ai trouvé qu'il était important qu'on ait décidé de le montrer. En fait, c'est une sorte de l'autre Bénin qu'on a essayé de montrer un peu à la présidence. Et au-delà de ça, je pense que la route des esclaves, nous devons commencer par la vendre et la vendre davantage. Parce que lorsque vous allez au Sénégal, sur l'île de Gorée, et qu'on vous raconte un peu l'histoire de l'esclavage, mais lorsque vous observez les installations de Gorée, je ne le dis pas pour dénigrer le site historique, touristique d'un autre pays, mais lorsque vous observez un peu Gorée, vous vous rendez compte que les Sénégalais ne vendent pas grand-chose. C'est une sorte d'illusion qu'on a essayé de fasciner, de façonner, et on le vend très cher aux touristes qui débarquent sur l'île de Gorée. Pendant que nous, au Bénin, pendant que nous, à Ouidah, nous avons la plus grosse part de l'histoire, nous avons toute l'artillerie de l'esclavage chez nous, mais nous ne savons pas valoriser ça à sa juste manière. Le Bénin ici, vous imaginez qu'aujourd'hui, un pays comme la Côte d'Ivoire puisse inaugurer une route de l'esclave, vendre une route de l'esclave, alors que Ouidah existe. Tout le monde sait que les plus gros bateaux négriers sont partis de Ouidah, que les prisonniers de guerre, que des populations, que des esclaves ont embarqué par dizaines, par centaines, par milliers de Ouidah pour l'autre côté du monde. Et donc, c'est en cela que, si on peut même faire en sorte que chaque personnalité ou chaque hôte de marque qui vient dans notre pays puisse parcourir ne serait-ce qu'un seul site touristique de notre pays, je pense qu'on va apporter de la manne au tourisme dans notre pays. On va booster le développement du Bénin à partir du secteur touristique. Parlant des sites, justement, pensez-vous, comme certains Béninois, qu'on aurait gagné en mettant, par exemple, le choix sur la capitale du Bénin? Porto Novo.
Non, pas forcément. D'abord, je pense qu'une visite de cette envergure-là, c'est des infrastructures, c'est des conditions d'accueil. Et j'ai observé que la présidence suisse a été logée dans l'un des plus grands, ou je vais dire dans l'un des plus luxueux hôtels de la place, en tout cas à l'étape où nous parlons dans la ville de Cotonou. Et donc je me dis, si cet hôtel-là n'avait pas été là, qu'est-ce qu'on aurait prévu pour l'accueil de la présidence suisse et de sa délégation? Je suppose que c'est parce qu'il y a un certain standing qu'on a décidé de la loger à ce temps. Donc c'est beaucoup de choses. C'est peut-être là, même si je ne partage pas forcément ce point de vue-là, c'est peut-être là qu'on est tenté de donner raison à ceux qui disent que le pays n'était pas encore véritablement prêt pour recevoir des hôtes d'un certain standing, parce que nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour accueillir les gens, et qu'il faut travailler à assainir et embellir d'abord le pays avant d'accepter que les gens viennent. C'est vrai que c'est un argument qui ne tient pas forcément la route, parce que, comme on le dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et donc, en tant que Béninois, en tant qu'État béninois, nous pouvons présenter, même si nous avons envie d'arranger, de parfaire, de polir, pour l'instant, à l'étape où nous en sommes, nous ne pouvons que présenter et offrir ce que nous avons. Donc, on ne peut pas refuser à l'étranger de venir chez nous, tout simplement parce que notre maison, nous n'avons pas eu les moyens, je vais dire, de rendre notre maison suffisamment propre. Alors, pour revenir à la question de Porto-Novo, s'il n'y a rien, s'il n'y a aucun intérêt qui oblige à ce que l'autre aille à Porto-Novo, pourquoi forcément embarquer l'autre pour Porto-Novo? Parce qu'il ne faut pas embarquer, après c'est ça aussi, il ne faut pas embarquer pour embarquer. S'il n'y a rien qui justifie que la présidence, il y a d'autres chefs d'État qui sont déjà venus, qui ont été du côté de Porto-Novo, qui ont été au Parlement, et ainsi de suite. Donc, s'il n'y a rien qui justifie le fait qu'on soit obligé d'amener la présidente de la Confédération suisse ou tout autre chef d'État dans la ville de Porto-Novo, je pense qu'on peut limiter le parcours à Cotonou, encore que c'est des gens qui parcourent des milliers de kilomètres pour venir vers nous. Donc ça ne sert à rien de les fatiguer inutilement. Il est Kofidja, la capitale du Bénin, d'aucuns pensent qu'elle aurait pu être honorée par la visite de l'hôte de Mac. Je constate simplement que la priorité pour le gouvernement, c'est Ouidah. Donc, Porto-Novo, c'est rangé au second plan. Sinon, Porto-Novo a autant de la valeur. Il y a des sites touristiques très élevés et très primés à Porto-Novo comme à Ouidah. Et donc, puisque je ne suis même pas sûr que les membres du gouvernement sont unis et que les priorités dépendent des forces en présence, ils ont choisi Ouidah et ils ont fait leur tapage de touristique par rapport à Ouidah. Est-ce que le choix de Ouidah n'est pas justifié? Le choix de le statut. Oui, je ne dis pas que c'est justifié, mais le choix de Porto-Novo n'est pas négligent non plus. Et on ne me dira pas que pour quelqu'un qui a parcouru autant de kilomètres, le peu qui reste à faire pour Porto-Novo, ce n'est pas à cause de ça qu'on n'est pas allé à Porto-Novo. C'est pourquoi je vous ai dit que si moi j'étais que du gouvernement, à dire une politique qui consiste à multiplier la visite des sites, et serait plus avantageux, parce que ça permettrait simplement à l'autre de revoir sa cagnotte un peu plus à la hausse. Mais comme la priorité du gouvernement, c'est Ouidah, nous le constatons et on l'accepte. C'est tout. En tout cas, les prochains jours, d'autres hôtes seront là et d'autres villes seront prises en compte, pourquoi pas. Mais derrière une visite officielle se cache souvent ce qu'on appelle l'officieux, pour ne pas dire des non-dits. Nos invités vont peut-être nous en dire deux mots, lecture diamétralement peut-être opposés ou croisés. Et Josier, à travers cette visite au-delà, les tête-à-tête, qu'est-ce que ça peut cacher en dehors de la signature, convention qu'on a officiellement portée à l'intention du public? C'est difficile de répondre à cette question, mais lorsque j'analyse un peu le programme, le séjour et le parcours de la présidente de la Confédération suisse à Cotonou, je me dis, les notes seraient peut-être que elle est venue pour essayer de toucher elle-même du doigt ce à quoi servent les financements suisses dans notre pays. Parce qu'on l'a vu se déplacer à Dekoumbé pour aller inaugurer un module de classe. Un module de classe financé par le Fonds d'appui au développement des communes FADEC, dont la Suisse se trouve être l'un des plus importants contributeurs. Donc on peut dire, c'est une manière pour elle de dire, au-delà des rapports, au-delà de tout ce qui est mis sur papier, au-delà de tout ce qui est officiel pour dire, avec les financements suisses, Sèvres a fait ci, Sèvres a fait ça, ça lui a permis d'aller sur le terrain elle-même pour aller constater l'effectivité peut-être de ce qu'on lui a présenté à travers des rapports. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est également cette séance de travail-là que Mme Doris Leta a eu toujours à Ouidah avec les femmes et les jeunes filles qui participent au programme de formation en leadership féminin. Parce que là également, la Suisse est très présente. C'est un
programme qui est financé par la coopération suisse. Et donc là également, elle est allée, et c'est peut-être là le plus important dans tout le programme, elle est allée non seulement pour écouter ces femmes-là s'exprimer sur les gains que leur apporte ce programme de formation-là, mais elle a également posé beaucoup de questions aux participantes au programme. Elle a posé beaucoup de questions, aussi bien à des dames qu'à des jeunes filles, qui essayent de lui expliquer un peu d'abord ce qu'on leur enseigne, d'accord? Ensuite, ce qu'elles font des enseignements reçus, et par la suite maintenant les perspectives. J'ai écouté une jeune dame lui expliquer comment est-ce que les enseignements leur sont dispensés, comment est-ce qu'elles font des exercices pratiques, comment est-ce qu'elles vont sur le terrain pour aller expérimenter, pour pratiquer tout ce qu'on leur enseigne au niveau de ce programme de leadership-là. Et ce qui a, ma foi, intéressé la présidente suisse, c'est lorsque elle lui a dit qu'au regard du chemin qu'elle a eu, qu'au regard du parcours, du cheminement qu'elle a connu à travers ce programme-là, qu'elle a désormais envie d'embrasser une carrière politique et d'embrasser une carrière publique, parce qu'il y a quelques années en arrière, elle se voyait à tel niveau, elle était à un niveau T de connaissance, et qu'actuellement, elle croit avoir des rudiments. Il y a eu du progrès, elle croit avoir des rudiments. Donc, c'est également ça l'autre aspect de la visite. Tous très intéressants, importants. Oui, et vous, il est Kofi, quelle lecture en fait vous dénoncez? Non, ma lecture ne va pas vous plaire. Parce que nous avons comme chef d'État un homme d'affaires et son intérêt. D'abord, le choix de Ouidah, parce que le choix de Ouidah est très intéressé, parce qu'on a vu tout faire de destituer le maire de Ouidah avant cette visite-là. Vous allez pour lui ôter le privilège de conduire toute cette délégation et tous ces bénéfices-là. Secondo, l'intérêt est la mesure de l'action. Pas d'intérêt, pas d'action. La Suisse, pourquoi? Parce que le chef d'État, ça c'est un secret de polichinelle. Ses activités, ses affaires en Suisse. C'est-à-dire, pour sécuriser. Pour moi, je l'ai non dit ça. Hein. Il a fait d'une pierre deux coups. Non, l'autre côté, c'est l'officiel. Mais l'officiel, il voulait faire d'une pierre deux coups. Sécuriser ses activités, s'assurer de ce que, bon, avec cette collaboration, puis là, avec cette collaboration ou cette manne financière, et ces activités pourront prospérer sans crier gare. Et que, bon, de par sa présence et de par toute la tuerie et l'autre, et puis tout le tapage médiatique étant ici, et l'hôtel, le choix de l'hôtel, le luxe ambiant, et la délégation, le suivi, a dit mettre l'autre en condition de lui permettre de couler ses activités dans la liste politique. Non, je ne partage pas. J'ai pas fini. Allez-y très rapidement, il nous reste plus beaucoup. Allez-y. Oui, maintenant, à côté, puisque ça aussi, c'est un secret de polichinelle, sa santé ne lui permet plus de faire de longs voyages, et donc, il a fait une pierre deux coups, ça c'est clair. Pour un homme d'affaires. Bon, c'est le regard de l'analyse politique. Je peux me tromper, mais c'est ce que je vois. C'est l'analyse que vous faites. Bon, ici, tout le monde est libre, mais restez dans la logique de ce qui peut être dit. Avec votre permission, pendant que le chef d'État recevait le 13 la présidente de la Confédération suisse, il se tenait parallèlement une rencontre, une conférence débat animée par d'anciens fonctionnaires des Nations Unies au Bénin, réunis au sein du creuset LANEB. Ceci pour, dit-on, réfléchir sur le gain que peut générer la coopération Bénin-Nigeria. Et le thème, c'était Bénin-Nigeria, enjeux et défis dans une situation de proximité obligée. Josué, cette date, pour vous, aurait-elle une lecture? La date du 13, la rencontre du chef d'État, la rencontre des cadres des Nations Unies pour une coopération Bénin-Nigeria? Franchement, non. Le 13 juillet, je ne vois pas la corrélation entre les deux activités, et je n'ai pas non plus un souvenir particulier par rapport à la date du 13 juillet. Maintenant, si vous permettez que je me prononce par rapport à cette activité des anciens onusiens ou des rocades des Nations Unies, je pense que ce n'est pas la première fois que les anciens fonctionnaires béninois des Nations Unies se réunissent et décident de traiter d'une thématique. Je pense que c'est une association qui existe, elle est formelle, elle fait beaucoup de choses. J'ai déjà eu la chance par le passé d'assister à des séances de cette activité-là. Et c'est
c'est à saluer. C'est à saluer parce qu'il s'agit ici davantage de la question nigériane, qui n'est pas rien, qui est devenue une préoccupation majeure parce que on ne peut plus, en tout cas, à l'étape où nous en sommes aujourd'hui, on ne peut plus envisager l'économie béninoise sans penser l'économie nigériane. Sans penser l'économie nigériane. On va y revenir dans quelques minutes. Le temps, pour moi, avec votre permission, de recueillir l'avis de votre vis-à-vis. Oui, cette date retenue par des anciens fonctionnaires des Nations Unies pour réfléchir sur une thématique comme celle-là annoncée pour vous. Moi, je vois une similitude. Ils ont choisi à dessein le 13, un peu comme pour dire au chef de l'État, au lieu d'aller jusqu'en Suisse, il vaut mieux rester au Nigeria. Comment ça va pas le Nigeria? Parce que le Nigeria reste un géant et un voisin, et c'est plus proche, c'est plus efficace de tirer beaucoup. On peut produire beaucoup, et le Nigeria peut acheter. Il faut créer des industries, il faut créer des produits qui puissent intéresser le Nigeria. C'est à votre entendement. C'est la lecture que vous en faites. C'est la lecture que j'en fais. En tout cas, l'assise en question a été conduite de main de maître par le professeur Johnny Gay, spécialiste des questions économiques et de l'intégration régionale, avec la complicité de la régie. Chers invités, nous allons le suivre et ensuite revenir sur ce plateau. Tout pays se développe à partir de la création des clubs. Donc, ce qu'ils font là, c'est un club. Si le Bénin peut avoir 10 clubs de ce genre, de propositions et de surveillance, de vigilance, le comportement des dirigeants va changer. C'est ça l'intérêt de ce qu'on fait. C'est un club de propositions. Le fait que nous soyons proches d'un pays aussi important, c'est déjà un avantage. On a 763 km avec le pays. Et de toutes les villes du Nigeria, c'est la ville de Cotonou et Porto-Novo qui est la plus proche de Lagos, les capitales économiques. C'est un avantage énorme, énorme. Et ils sont en train de construire une des voies les plus modernes du continent aujourd'hui, qui vient vers notre frontière. Si cette voie est achevée, que vous le voulez ou non, nous serons le faubourg de Lagos. Donc il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à ça et ne pas faire comme si on ne voit rien, on n'entend rien, en s'organisant autrement sur le plan politique et économique et en engageant des négociations rapides avec ces pays-là autour de ce que nous considérons comme nos intérêts stratégiques. Sans négocier avec un partenaire comme celui-ci, vous ne gagnerez rien là-dedans. Vous serez dans le flou. Nous sommes assis dans l'informel et nous pensons que ça nous suffit comme ça. Or, cet informel a commencé à avoir du plomb dans l'aile aujourd'hui. Donc il faut absolument que les autorités prennent la question au sérieux. Le ministre du Commerce, de l'Industrie actuel a commis une étude avec 6 experts. J'étais le responsable du groupe. On a produit un rapport de 100 et quelques pages. On a fait la popularisation du rapport. Et on a indiqué toutes les mesures que le gouvernement doit prendre pour faire des relations béninoises une réalité. Le ministre a fait une communication en conseil. Arrivé au gouvernement, le gouvernement est divisé en 3 tendances selon les intérêts contradictoires des ministres. C'est ça la difficulté de notre pays. On n'a pas les mêmes compréhensions des enjeux du pays. Parce que je pèse mon mot, j'ai été ministre. De tous ceux qui font la politique, très peu sont soucieux de l'avenir du pays. Un club de réflexion pour booster l'intelligentsia a sorti ce qu'il faut de meilleur pour accompagner le développement économique. Le professeur John Igué appelle à la création d'autres clubs du genre qui pourraient aider les gouvernants. Josué Merouinou, vous avez suivi le professeur que vous connaissez sans nul doute. Voilà une piste de réflexion qu'il trace et appelle les autorités à pouvoir scruter un peu dans cette direction. J'aurais dit 2 choses essentielles. La première, c'est que je ne comprends pas pourquoi dans un pays comme le Bénin, nous avons une ressource de la trempe du professeur Johnny Gay et nous ne pouvons pas entretenir avec le Nigeria les relations qu'il faut tirer le meilleur profit ou le meilleur parti du Nigeria. Ça me chagrine un peu parce que voilà un monsieur qui est fait spécialiste des questions économiques
nigériane et qui, par ailleurs, est très à cheval sur les questions de l'intégration dans la sous-région et qui peut, je pense que rien qu'à partir des réflexions que produit le professeur Johnny Gay, si on pouvait prendre ces réflexions-là et les mettre en application, le Bénin tirerait massivement profit du Nigeria. Et je le disais tout à l'heure, on ne peut plus aujourd'hui envisager l'économie béninoise sans l'économie nigériane parce que c'est une manne qui est à notre portée et que nous ne parvenons pas toujours à exploiter comme cela se fait. Et je crois savoir que c'est bien quand nous nous intéressons au Nigeria que le Bénin se tire profit de sa proximité avec le Nigeria, mais ça ne devrait pas être non plus un argument ou une raison pour que nous nous fassions esclaves du Nigeria. Oui, Hilaire, la priorité devrait être le Nigeria et non la Suisse. Et la Suisse, c'est simplement parce que le mythe du sauveur blanc. Vous avez vu ce que le projet a dit, c'est un connaisseur, il sait de quoi il parle. En composant avec le Nigeria, on pourrait être un géant, ne serait-ce qu'au pied d'argile. On l'a à notre portée, mais on préfère continuer toujours avec la politique des anciens, toujours tendre la main, parce que le blanc reste le sauveur. Le blanc, il est le tout-puissant. Il est Kofi Dia, merci, on vous aura compris. Merci, Josué. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses, le temps fait défaut, c'est complètement terminé pour le numéro du jour. Nous allons prendre congé de vous, mais avant, cette citation de l'écrivain français Nicolas Boileau, je cite, « Rien n'est beau que par la vérité ». Merci à vous pour la fidélité. Retrouvez-nous demain pour un autre numéro de 100% Bénin avec un autre plateau. À très vite. Et le père du mensonge, c'est le Satan.